Je sais pas, je pense que l'homme à la brûlure a un rapport avec l'ancien équipage de Roger. Hein. Est-ce que l'eau peut être un point faible des Gorosei? Je pense pas du tout. En tout cas, ils ont tout le Gorosei. Ils ont des Zoan mythiques, donc les plus rares. Ils ont l'éveil. Ils ont toutes les formes de Haki, et sûrement des formes de Haki développées. À confirmer, on verra. Ils ont l'immortalité. Ok, on retourne sur les spoils. Donc on en était. Donc les prochaines cibles des doyens, c'est Atlas et Lilith. Donc voilà, je vous avais expliqué comment on a fait le côté analyse. Donc on a fait l'analyse, pardon, de tout l'arc des Head, mais aussi des derniers chapitres. Vous avez très bien compris comment marchait Oda, le fait qu'ils mettent en avant certaines puissances et même certains camps, et qui de l'autre côté mettaient d'autres personnages un petit peu moins bien. Hein. Malgré le fait que, par exemple, Zoro, il est toujours la classe totale, parce que c'est Zoro, voilà, on l'aime tous, hein, c'est mon perso préféré, hein, je vous rappelle. Mais, et malgré ça, Oda a quand même eu un traitement, je dirais, un peu difficile avec lui, parce que Zoro, malheureusement, a fait échouer beaucoup de choses, mais a aussi fait en sorte que on en soit là, tu vois. On aurait bien voulu que Zoro soit là pour défendre Vegapunk de la mort. Pour après, je pense que Vegapunk devait quand même mourir, mais en tout cas, dans les faits, le résultat est le même. Le fait qu'il soit pas là à empêcher les Mugiwara de fuir correctement, il a fait perdre du temps à tout le monde. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que vous comprenez comment Oda déplace ses pions sur l'échiquier. Et une fois qu'on a ça, on a parlé justement de Atlas et Lilith, qui eux sont la prochaine cible. Donc voilà, ça c'est ouf, parce que je disais que pourquoi c'est eux les prochaines cibles et pas Luffy ou même les Mugiwara, c'est parce que ils vont mettre l'accent sur ce qui est le plus dangereux pour eux. Un empereur, c'est dangereux, mais bon, c'est l'équilibre du monde. Il y en avait déjà à l'ancienne, il y en aura toujours dans le futur. Donc voilà, il en faut. Et malgré le fait que ce soit Nika, réincarnation et tout, ils n'ont pas peur de lui, peut-être parce que voilà, ils trouvent que c'est pas encore une menace. On l'a très bien vu. Luffy a dû se transformer 4 fois pendant l'arc, et malgré ça, aucun dégât au Gorosei. Ils sont toujours au top du top, alors que Luffy, je pense, ça va être compliqué pour lui de pouvoir encore et encore utiliser sa forme, et je sais pas si à chaque fois qu'il l'utilise, sa puissance baisse, parce qu'on l'a vu très clairement. En tout cas, il ne fait aucun dégât à Walküre. Walküre qui n'est que le numéro 3. C'est-à-dire qu'on a Jupiter et Vénus qui sont au-dessus. Et d'ailleurs, ça confirme ce que je dis par rapport au Zoro et au traitement que Oda a avec les Mugiwara actuellement. C'est que Zoro, pour moi, même si je sais que ça ne plaît pas, je l'ai déjà dit, Zoro ne pourra jamais faire le poids contre Vénus parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Vénus c'est un ennemi de fin, exactement comme tous les Gorosei, et Zoro a encore une marge de progression. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore sa lame noire, parce qu'il n'a pas encore de nouveaux sabres, hein, potentiellement. Hein. Je ne sais pas s'il va en avoir un nouveau, mais voilà, il n'a toujours pas réalisé son rêve. Donc il y a beaucoup de choses qui fait que ça va être complètement difficile pour lui de combattre un ennemi de fin, tu vois. C'est comme si là, il y avait un combat Imsama ou je sais pas, Luffy ou Barbe Noire, tu vois, et que Luffy gagnait. On aurait un goût amer, tu vois. Et on connaît Oda, il fait pas les choses comme ça. Il fait les choses très carrées, il fait en sorte de présenter les personnages, de montrer totalement leur puissance, etc. Et le Gorosei, c'est pas encore venu le temps de les combattre. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas vu leur forme hybride. Il y a 3 personnages, donc Mars, Jupiter et Walküre, dont on n'a toujours pas vu leur forme hybride. Donc quand on prend ça en compte, on comprend que c'est toujours pas le moment, en tout cas, d'entamer une grande guerre avec des 1v1 Mugiwara contre Gorosei. Et franchement, les gars, même par exemple, si on va dire, on va prendre le côté le plus faible. Pour moi, c'est impossible qu'un Gorosei soit de la même puissance qu'un premier capitaine. On l'a vu, parce que même si comment il s'appelle, Kizaru
est premier capitaine, ce qui est totalement logique, d'après leur performance à, à Marineford. On comprend qu'au niveau de leur puissance, ils sont forcément supérieurs à Kizaru. On l'a vu, Kizaru s'est fait massacrer, alors que Saturne, donc le numéro 5, est toujours en course. Tu vois. Donc juste ça, déjà, ça montre un petit peu l'échelle des puissances. Et même si on prend donc, le numéro 5 qui serait au level supérieur d'un Kizaru, dans aucun monde possible, les Mugiwara peuvent gagner contre eux. Donc ça, c'est une certitude. Et quand on voit que Venujuro a l'air beaucoup plus fort, que Jupiter a l'air d'être le numéro 1, à voir, à confirmer encore, on peut se dire que s'il y a une échelle avec des personnages plus puissants, moins puissants, le premier doit forcément être pas loin d'un niveau empereur, d'un point de vue logique. Même si c'est pas impossible qu'il soit moins fort qu'un empereur. Mais, d'un point de vue logique, son niveau doit être très très fort. Donc le fait, plus on se rapproche du haut du panier, plus la résistance et le pouvoir est très très fort. On a vu Mars, donc, qui est le numéro 4, avoir le Haki des Rois. Donc déjà, ça, pour moi, tous les autres qui sont au-dessus, ils ont le Haki des Rois. On a vu donc Valkyrie aussi également l'avoir. Et on a vu aussi que Valkyrie avait une défense supérieure à l'attaque de Luffy. On a vu par exemple le Red Rock qui avait couché Kaido. Kaido pourtant, vous avez vu, hein, il s'est fait pendre, il s'est fait tout ce que vous voulez. Il a une peau plus résistante que la moyenne. La plupart des gens n'arrivent pas à trancher leur peau. Hein. Rares sont les personnes à avoir fait ça. Oden, Zoro, Luffy et potentiellement quelques autres personnes. Hawkins, il y a du flou là-dessus, donc j'en parle pas, on verra. On verra plus tard. Mais voilà, tout ça pour vous faire comprendre qu'il y a quand même un pouvoir colossal chez eux. Donc en tout cas, en termes de résistance et d'endurance, c'est une certitude, ils sont supérieurs à Kaido. Vraiment en termes d'endurance et de résistance. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut aller contre cet argument. Je pense qu'on a tous les éléments dans le chapitre, on a tous les éléments dans Wano pour comprendre la différence, tu vois. Ne serait-ce que par les attaques de Luffy, Red Rock, Red Star, là. Non, White Star Gun, là. Et aussi, la dernière attaque qu'il a faite, là, qui, pareil, sont des attaques qui ont fait énormément de dégâts à Kaido et qui, là, ne font 0 dégâts. Mais là, c'est pas 0 dégâts en mode il prend les dégâts et il se régénère. C'est 0 dégâts en mode ça lui fait rien, sa peau est trop résistante, je sais pas c'est quoi, c'est dû à quoi, ou son haki est supérieur à celui de Luffy. Donc déjà ça vous montre un petit peu une échelle de puissance en termes de résistance et d'endurance. Après il y a toujours le côté puissance à valider, mais en tout cas les dégâts de zone pour moi ils sont largement d'une puissance d'un empereur, hein, niveau dégâts de zone, et après on verra par la suite s'ils ont vraiment en 1v1 la puissance, dans une patate par exemple, ils ont la puissance d'un empereur. À voir, mais pour moi je suis quasiment sûr. Donc là, je vais lire vite fait les petits messages des Punkazar et après, on va passer à la suite. Fallait que je mette un petit point là-dessus aussi pour vous faire comprendre ma vision des choses en détail par rapport au level des Gorosei, etc. Donc, des Punkazar qui nous dit je pense qu'il y a ce côté, il aura jamais le dernier poneglyphe. Tu parles de Luffy ? Je pense qu'il y a ce côté, il n'aura jamais le dernier poneglyphe. Du coup, ça leur permettrait... donc c'est pour ça que c'est pas leur... ok, je vois ce que tu veux dire. Pour toi, le fait que le Gorosei pense qu'il n'aura jamais le dernier poneglyphe, potentiellement parce que, je sais pas, peut-être que tu penses que c'est quelqu'un dans le camp du gouvernement mondial ou que c'est quelqu'un qui donne le poneglyphe à personne. Et ben du coup, ça fait en sorte que eux, c'est pas une mission pour eux... c'est ça, d'attaquer Luffy. C'est ça, la mission, c'est pas d'attaquer Luffy, c'est pas très important. C'est ce qu'on disait par rapport au fait qu'ils ont mis Atlas et Lilith au-dessus en termes d'importance par rapport à Luffy. D'ailleurs, ce qui est totalement vrai. Hein. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'est clair, c'est simple. C'est à cause du fait que Atlas et Lilith ont le savoir du monde, mais également le savoir de Vegapunk. Donc en fait, le message de Vegapunk, il pourrait continuer si... Atlas et Lilith décidaient de donner toutes les informations, de se connecter et de synchroniser un petit peu leurs pensées avec le cerveau de Vegapunk. N'oubliez pas, Vegapunk n'est pas mort. Le corps physique de Vegapunk est mort, mais le cerveau de Vegapunk est toujours là. Il y a toujours un flou autour de la conscience et de la localisation réelle donc de la conscience de Vegapunk. Mais en tout cas, toutes les informations qu'il a transmises dans le message sont encore disponibles dans le cerveau de Vegapunk. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui renforce le fait que Atlas et Lilith sont un danger pour le gouvernement mondial. Donc ça, faut pas oublier.
Donc ensuite, selon Scotch, le message de Vegapunk a repris un court instant. Oui, voilà. Donc je ne lis pas ton message parce que c'est juste après. Et d'ailleurs, ah oui, je ne les ai pas mis. Je vais... je vais les remettre juste après, parce que c'est vrai, c'est sur Twitter, j'ai oublié de le copier, mais j'ai oublié de remettre les dernières infos par rapport à ça. Mais vas-y, t'inquiète, on va lire ça ensemble. Alors, et le chapitre fera 13 pages toujours. Ouah, 13 pages, c'est court de ouf. C'est court de ouf. Après, c'est un peu logique s'il y a beaucoup d'informations. D'après ce qu'on a déjà là, on a quand même pas mal d'informations. Alors, dans l'immédiat, tuer les derniers Vegapunk est plus urgent que d'arrêter Luffy qui, selon eux, n'aura pas le dernier poneglyph. Ok, donc voilà, c'est ce que j'ai compris du coup de ton message. Je pense pas forcément que ce soit un gars du gouvernement Monk qui le pourcève, car ni Kaido ni Big Mom ne l'ont trouvé, entre autres. Ok. Après, moi, quand je prends en compte le fait que ni Kaido ni Big Mom ne l'ont trouvé, je pense que c'est parce qu'il était bien caché. Et oubliez pas que le Red Poneglyph qu'il y a sur Zoo, ni Kaido ni Big Mom ne l'avaient, tu vois. Donc ça aussi, même Shanks ne l'avait pas. Shanks n'a à zéro Poneglyph, hein, je rappelle. Donc en vrai, c'est pas forcément parce que c'est difficile à trouver, par exemple pour quelqu'un comme Luffy, mais c'est que c'est difficile à trouver pour quelqu'un comme Kaido ou comme Big Mom. Donc c'est pas en rapport avec la puissance à mon avis, mais le dernier Poneglyph pour moi, donc tout le monde parle de l'homme à la brûlure, mais justement, je pense que je sais pas, je pense que l'homme à la brûlure a un rapport avec l'ancien équipage de Roger. Hein. Pour moi, c'est totalement logique dans la construction du monde de One Piece. Je vous ai déjà partagé cette théorie. C'est que le fait que Crocus attend au début de Grand Line pour voir passer toutes les personnes qui rentrent dans Grand Line. Pourquoi ? Parce qu'il faisait partie de l'équipage de Roger. Roger leur a transmis tout son savoir. Il n'a pas eu besoin, hein, vu qu'ils étaient avec lui à Raftel. Et du coup, ils savent que ils attendent quelqu'un, ils attendent une personne. Et du coup, le fait qu'il soit là soit totalement justifié dans le sens où il voulait voir la personne que Roger attendait, tu vois, l'homme que Roger attendait. Et du coup, Rayleigh, pareil, il est à Shabonji. Pourquoi ? Parce que tout le monde est obligé de passer par Shabonji pour aller sous la mer et passer dans le Nouveau Monde. Et en plus de ça, il revêtissait les navires pour gagner de l'argent. Donc du coup, ça veut dire que il travaillait dans un domaine qui servirait sûrement prochainement au futur, en tout cas à l'homme que Roger attendait. Et pour moi, la dernière personne, donc l'homme à la brûlure, donc ça peut être Scooper Gaban. Je pense sincèrement que c'est Scooper Gaban. Pourquoi ? Parce que voilà, il est toujours pirate. C'est peut-être le dernier l'un des derniers à être resté pirate. Il n'a pas voulu être empereur, mais son but a été de veiller sur le dernier Red Poneglyph et du coup ça lui permettrait un petit peu de voir quel homme serait l'homme que Roger attendait. Et ça va totalement dans l'équipage de Roger. On a vu Rayleigh, on a vu Crocus, on verra peut-être Scooper Gaban. D'ailleurs, pour moi, à Elbaf, il reste encore un membre de l'équipage de Roger qui s'appelle Belle Épine. Et lui, il a un look inspiré vraiment d'Elbaf, tout simplement. On dirait vraiment un nain, mais tu sais, comme dans Le Seigneur des Anneaux, etc. Tu vois, on connaît Elbaf, son inspiration un petit peu nordique. Et ben là, c'était la même chose, tu vois. Il avait vraiment des habits vikings. Il a une taille type nain, et c'est vraiment les nains comme dans Les Seigneurs des Anneaux et tout. Donc ça pourrait être aussi un peuple qui vit sur Elbaf, tu sais, dans l'arbre d'Yggdrasil, l'arbre d'Adam. Et du coup, il y aurait des peuples différents. On a vu des géants, on a vu des humains. Donc je pense aussi qu'il y a des Asgardiens, peut-être des nains, etc., etc. Donc voilà, je m'égare un petit peu, mais tout ça pour vous dire que pour moi, l'homme à la brûlure, celui qui garde le dernier poneglyph, est plus proche d'être Scooper Gaban ou quelqu'un de la sorte que quelqu'un qu'on connaît pas. Mais ça se peut que ce soit quelqu'un qu'on connaît pas, clairement. Ensuite, si je parle de l'homme à la brûlure, certains poils vont s'hérisser. Fin de mon premier choix. Ok, n'hésite pas, vas-y, donne-nous ta petite théorie. Et du coup, on analysera ensemble. En plus, je pense que c'est... moi, je pense que tu devrais, au contraire, partager ça. J'ai envie de savoir. Mais en fait, tu m'as piqué ma curiosité. J'ai envie de savoir à qui tu penses. Surtout si mes poils vont s'hérisser, j'ai envie de savoir. Mais ça m'étonnerait pas, parce qu'en vrai, ça peut être tout le monde et n'importe qui. Par contre, la théorie du Mont Corvo, qui dit que ça pourrait être Dragon, j'ai un peu de mal. Déjà, Dragon, il est même pas
Il est même pas dans le Nouveau Monde. Il s'intéresse même pas forcément aux poneglyphes. Donc voilà, je sais pas trop, mais on verra. On verra. C'est juste ça que je doute un petit peu que ce soit Dragon. Je pense qu'il a autre chose à faire que de veiller sur un poneglyphe. Et je pense que lui, il a plus d'intérêt à combattre le gouvernement mondial qu'à connaître des secrets sur l'histoire et tout. Surtout qu'en plus, je pense que Dragon, il doit avoir des contacts. Il pourrait parler avec des anciens membres de l'équipage de Roger pour savoir des trucs sur... Ça se trouve, il est déjà au courant. Franchement, ça m'étonnerait même pas qu'il soit déjà au courant du siècle oublié et que c'est justement pour ça qu'il veut combattre le gouvernement mondial. Parce qu'il est déjà en avance sur tout le monde, tu vois. Et comme on l'a vu avec Sengoku et Akainu, qui n'était pas du tout surpris du message de Vegapunk, et ben, pour moi, je pense que si Dragon était dans la marine et qu'il a quitté la marine, c'est sûrement parce qu'il en a appris beaucoup trop par rapport à tout ça. Surtout que Akainu et Dragon, ils ont le même âge, et comme de par hasard, Akainu est devenu chef de la... Ouais, chef de la marine, hein, amiral en chef. Donc voilà, peut-être que c'était son rival, peut-être qu'ils ont partagé énormément de choses. Akainu était en accord avec le gouvernement mondial, Dragon pas du tout, ils se sont embrouillés, ils ont quitté... Vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, Akainu a toujours appelé Luffy le fils de Roger, tu vois, enfin, le fils de Dragon, pardon. L'enfant de Dragon. Donc, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur tout ça, on a parlé énormément de choses. On va continuer les petits spoils, et juste après, quand les spoils seront finis, on parlera de toutes les théories qui en découlent. En tout cas, voilà, là on aura fait un gros live théorie. Du coup, j'aurai pas le temps pour l'analyse, comme j'avais dit au début de live, mais c'est pas grave. La réact, on la fera sûrement demain si on a le temps. Après, demain, réaction des spoils complets. On verra. En tout cas, Mars Attack. Donc, Mars Attack, déjà, juste ça. C'est quoi ça? C'est le film, mais c'est marrant d'avoir dit ça comme ça. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, les liqueurs, mais Mars Attack, c'est marrant de dire ça comme ça. Donc, Mars attaque un navire d'Elbaf et les géants luttent pour le défendre. Donc, déjà, juste par rapport à l'analyse qu'on avait faite sur le dernier chapitre, on avait vu un navire d'Elbaf où la proue n'était pas coupée. Donc on peut supposer que c'était pas le même navire. Comme je vous avais dit, il y a plusieurs navires d'Elbaf. Donc on peut supposer que c'était pas une erreur d'Oda, mais que c'était un choix très précis. C'est juste que le navire était très proche de la côte, donc voilà. C'était juste pour supposer. Mais, comme je vous l'ai dit, je doute qu'Oda fasse ce genre d'erreur. Surtout si je l'ai remarqué direct. Je pense que même lui, il a dû se dire non mais attends, c'est chelou un peu, non? Donc voilà. Donc Mars passe à l'attaque et Venujuro est déjà en train d'attaquer Zoro. Donc on voit que les Gorosei repartent au combat et leur but ça va être d'attaquer les groupes des Mugiwara. Pourquoi? Parce que Lilith se trouve avec le groupe qui est sur l'île en haut, hein, donc Nami, Zoro, etc. etc. Atlas, elle, se trouve avec le groupe des géants en bas avec Sanji, Franky, etc. etc. Et malheureusement, Pythagore, qui est très mal en point, se trouve juste en dessous de l'île, dans l'usine de nuages qui a permis, etc. Donc il est KO. Je pense pas qu'il va pouvoir bouger, on espère pour lui, mais voilà. Ça pour vous dire que c'est compliqué pour chacun des membres de Vegapunk. Et lui, par contre, est tout seul. Donc je pense que lui, il va pas faire long feu. Je pense qu'il va rester potentiellement qu'un seul Vegapunk, pardon, un seul satellite. Donc ça va être compliqué, je pense, hein. À la fin, en tout cas, on va perdre en tout cas 2 Vegapunk, je pense, hein. Donc Atlas, elle a déjà pris des coups et tout. Je pense que elle, il y a moyen qu'elle meure. Il y a moyen qu'elle meure. Je pense que, vu que Vegapunk va rejoindre, entre guillemets, l'équipage enfin, les satellites, il y en a sûrement un qui va rejoindre l'équipage des Mugiwara pour apporter ce côté scientifique, ce côté analyse, ce côté savoir à l'équipage. Je pense que ce sera soit Atlas, soit Lilith, et qu'on va en avoir besoin, en tout cas pour une partie de l'histoire, ou peut-être définitivement qu'ils rejoignent définitivement l'équipage des Mugiwara. Ça m'étonnerait pas du tout. Donc ça c'est... Moi j'aurais préféré avoir le Stella, ou même avoir le numéro 1, là, je sais plus comment il s'appelle, Shaka. Je trouve que c'était mes préférés, c'est mes 2 préférés, mais bon, de toute façon, pour moi, je pense qu'il y a
il y a un Vegapunk qui va rejoindre l'équipage parce que c'est nécessaire pour en apprendre plus sur les fruits du démon, par exemple, pour analyser certaines choses. Parce qu'on a Robin, le côté encyclopédie et le côté archéologue, mais ça suffit pas. Il nous faut un scientifique qui connaît vraiment tous les savoirs du monde pour pouvoir analyser à la fin de One Piece les poneglyphes, mais sûrement que sur les poneglyphes, il n'y a pas tous les caractéristiques scientifiques, tu vois. Pour moi, il y a l'histoire du siècle oublié. Et pourtant, nous, on a besoin d'avoir comme par exemple sur les fruits du démon, la manière d'apparition, la manière de comment ils marchent, etc., etc. Donc, ça doit faire un lien à tout ça. Ok, donc maintenant que ça c'est dit, on a donc des Gorosei qui se séparent pour aller attaquer chaque coin des Mugiwara. Donc ils sont 5, on en a déjà un de chaque côté, donc un vers sur l'île, hein, le Punk Records. Donc on a quoi? On a Venujuro sur le Punk Records, face à Zoro et tout, et face à Luffy, on a Mars. Donc là, vous comprenez que ça va être compliqué, sachant que les trois autres, on sait toujours pas ce qu'ils font. Bon, je pense que Venujuro et Mars, ce sont les plus rapides, ce qui leur permet d'arriver aux endroits précis assez rapidement. Les autres, je pense qu'ils vont mettre un peu plus de temps, mais qui vont arriver. On a donc Jupiter qui pourrait arriver très facilement par la Terre, ce qui ne m'étonnerait pas. Et j'aimerais bien aussi qu'on ait la réponse de savoir est-ce que l'eau sont leurs points faibles. Est-ce que l'eau peut être un point faible des Gorosei? Je pense pas du tout. Je pense sincèrement que les Gorosei ne craignent pas l'eau. Parce que ce serait trop facile. Enlever leur immortalité en utilisant du granit marin, pas ouf. Les affaiblir avec du granit marin, c'est pas ouf, mais ça aurait pu être réel. Et le fait de les rendre immortels, mais aussi invincibles, enfin sans point faible apparent pour l'instant, je pense que ça rajouterait beaucoup plus de tension dans le manga. Et en plus de ça, vous connaissez le lien avec Imusama et les Umibozo, le lien avec les démons des mers, Imsama qui veut recouvrir la terre entière d'eau. Donc après, est-ce que c'est un choix d'Imsama ou c'est une conséquence de ses choix? Je sais pas du tout. Mais la finalité, c'est que l'eau va un jour submerger le monde s'il continue d'utiliser les armes antiques. Après, potentiellement, c'est pas celui d'Imsama, mais on va voir. Peut-être que c'est pas son choix, mais en tout cas, avec son lien avec les fruits du démon, son lien avec le fait que la mer et les fruits du démon, ils sont un peu ennemis, le fait que les Umibozo, et Imusama, le lien qu'il y a entre les deux, vous comprenez assez facilement que la mer pourrait être un allié d'Imusama, mais un ennemi de tous les utilisateurs des fruits du démon. Donc voilà, à part peut-être le Gorosei. Donc j'ai hâte de voir, ça pourrait rajouter de la tension. En tout cas, ils ont tout le Gorosei. Ils ont des Zoan mythiques, donc les plus rares. Ils ont l'éveil, ils ont toutes les formes de haki, et sûrement des formes de haki développées. À confirmer, on verra. Ils ont l'immortalité, donc le fait qu'ils aient pas de points faibles apparents, de points faibles logiques, ben, ce serait pour moi normal. Comme par exemple Barbe Noire qui arrive à manger 2 fruits du démon, c'est l'exception dans le manga qui confirme la règle, le fait qu'on ne peut pas manger 2 fruits du démon. Par contre, je pense que l'exception qui confirme la règle par rapport au fait qu'ils ne peuvent pas nager et qu'ils sont affaiblis par la mer pourrait être le fait que le Gorosei peut nager, tu vois, mais n'a pas le point faible en question. Vous avez compris. Donc j'abrège parce que sinon on va mettre 100 ans.